Alors, je pense que, enfin, j'imagine que vous n'attendiez pas de moi un catalogue des acteurs qui, de toute façon, serait totalement, je ne sais pas si, oui, serait nécessairement incomplet. Et donc, je vous propose de faire un pas de côté. Mais en fait, en écoutant les présentations de ce matin, je me dis que le pas de côté n'est pas si énorme que ça et que je vais en réalité me placer dans le droit fil de ce que vous avez pu entendre au cours des communications et dans les tables rondes. Deux remarques préliminaires simplement. La première sur la notion d'acteur que je vais utiliser, je crois que c'est important, et la seconde sur les opportunités et les contraintes liées à la grande diversité des acteurs. Une fois que ce tableau-là sera dressé, dans la demi-heure qui sera la mienne, je voudrais évoquer avec vous un embryon de classification des acteurs, et vous verrez que ça n'est pas très compliqué, pour amener tout doucement l'idée que ce qui compte, c'est moins les acteurs eux-mêmes que la dynamique qu'ils vont être capables de créer entre eux. Ça paraît évident que de le dire comme ça, mais vous savez très bien que dans la pratique, chaque fois qu'on passe au stade dynamique, eh bien, on se heurte à des contraintes, on se heurte à des pensées en silo, on se heurte à des habitudes, on se heurte à des traditions, etc., à des règles professionnelles, etc., etc., etc. Donc en fait, voilà, mon propos sera classification des acteurs, puis dynamique des acteurs. D'abord, si je dis acteur, c'est ma première remarque préalable. Il faut être clair, j'opte ici pour une définition de l'acteur qui est une définition qu'on appelle constructiviste, celle de Latour, alors décédé ce week-end, vous le savez. Et un acteur est toute entité qui modifie une situation donnée, qui participe de fait au déroulement de l'action et est envisagée comme un acteur. Ça, c'est toute personne. Voilà, la définition de l'acteur. Ça veut dire que ce n'est pas un problème d'habilitation particulière, ça n'est pas un problème de statut, c'est encore moins un problème de diplôme. Voilà, l'acteur, au fond, très simplement, c'est celui qui est repéré comme agissant de façon à transformer la réalité. Alors, je me suis livré à un premier état des lieux. Alors, j'ai fait exprès de les mettre non rangés, simplement pour qu'on puisse prendre ensemble la mesure de cette diversité des acteurs, rien que visuellement. Et en réalité, ce qui est le plus important dans mon tableau, simili-tableau, c'est les points de suspension, etc. Parce qu'en réalité, il y en a encore. On a évoqué l'hôpital, on a évoqué les services spécialisés des hôpitaux, on a évoqué les médecins libéraux, les médecins ou infirmiers libéraux. On aurait pu invoquer aussi, ça a apparu à un moment ce matin, tous les organes de certification au niveau européen, certification au niveau national, pour les outils de travail, pour les équipements de protection individuelle, pour les équipements collectifs, etc., etc., etc. Toute cette lignée d'acteurs peuvent être considérés, compte tenu de ma définition constructiviste, peuvent être considérés comme étant des acteurs de la santé au travail. Vous voyez que j'ai mis aussi les juges, tout simplement parce que dans l'époque récente, les juges, je pense, peuvent être considérés, les juges de cassation ou les autres juges, d'ailleurs, les juges du fond, peuvent être considérés comme des acteurs de la santé au travail. Ce sont quand même eux qui, il y a maintenant plus de 20 ans, sont allés rechercher l'obligation de sécurité de résultat, qui a, par un effet ricochet, une influence décisive sur la prévention et la façon dont on la lisait. Jusque-là, on lisait la prévention comme étant une sorte l'obligation de prévention comme une sorte d'obligation morale, nous amenant à dire, bon, voilà, c'est bien, c'est mieux de faire attention. Et en fait, la redécouverte de l'obligation de sécurité de résultat, à l'époque, maintenant on dit obligation de sécurité, cette redécouverte-là a juridicisé l'obligation de prévention, et donc lui a donné une portée qui est beaucoup plus forte qu'elle n'était quelques années auparavant. Donc le juge, moi j'ai tendance à le considérer, pas tous les juges bien sûr, le juge, il est aussi acteur de la santé au travail. Et cette diversité des acteurs, il suffit de feuilleter le document que vous avez pris à l'entrée. Prenez sur chacune des actions la liste, alors vous avez les contributeurs, bon,
en fait, contributeur, on peut aussi entendre acteur, indépendamment du CROCT, hein, vous allez voir, la liste, ma liste, elle est éthique, sans H, par rapport à la liste que vous avez là. Donc en réalité, il y a une multitude de personnes qui interviennent dans le champ de la santé au travail, et je voudrais qu'on s'interroge un instant sur les sources de cette diversité. J'en ai repéré 3 principales, il y en a d'autres, hein, de toute évidence. J'en ai repéré 3 principales. La première, c'est l'histoire même des institutions. Regardez la santé au travail, enfin la médecine du travail, je veux dire la médecine du travail. Aujourd'hui, les services de prévention et de santé au travail. La médecine du travail est passée en l'espace de 70 ans, d'une médecine d'entreprise à une médecine du travail, à des services de santé au travail, puis des services de prévention et de santé au travail. Et à l'intérieur de cette histoire, on a vu monter, particulièrement depuis 2011, l'exigence de pluridisciplinarité. Oui, mais si vous dites pluridisciplinarité, vous ramenez dans le champ des services de santé au travail, effectivement, une multitude d'acteurs, alors dont certains étaient un peu éteints, on les voyait peu, mais ils montent à la surface, et d'autres sont nés véritablement du fait des exigences de pluridisciplinarité. Je pense par exemple aux IPRP. Donc vous voyez qu'une première cause de diversification des acteurs, c'est l'histoire des institutions, et je pense qu'on pourrait prendre toutes les catégories fondamentales de la santé au travail, on pourrait réitérer ce genre, repérer un même type de mouvement. La deuxième source de diversification, c'est l'histoire des idées. Regardez, nous sommes passés donc d'un droit de la réparation, progressivement, en l'espace d'un siècle, à un droit de la prévention. Mais regardez le moment nodal, le moment d'inflexion du basculement vers la prévention. Ce n'est pas la loi de 91 et ce n'est pas la directive de 89. C'est la loi de 1976. Du 6 décembre 1976. Je ne reviens pas sur les raisons de cette loi qui était principalement faite pour éviter les juges rouges, pour le dire vite. Voilà, ceux qui s'étaient ingéniés à emprisonner ou à punir pénalement des responsables d'entreprise. C'était pas, voilà, ça c'était le moteur immédiat de la loi de 76. Mais en réalité, la loi de 76 fait rentrer l'idée de prévention intégrée et de plan de prévention. Et en faisant rentrer cette idée-là dans le champ de la santé au travail, elle emmène avec elle de nouveaux acteurs, par exemple les fabricants, par exemple les fabricants d'outils de travail, par exemple les concepteurs d'outils de travail, par exemple un peu plus tard les concepteurs d'immeubles, etc., etc., etc. C'est-à-dire que voilà de nouveaux acteurs de la santé au travail qui apparaissent et qui sont happé en quelque sorte du fait du basculement de la réparation comme étant prioritaire vers une réparation puis une prévention. Et l'évolution dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire l'enrichissement du concept de prévention, ne fait que ramener dans le champ de la santé au travail de nouveaux acteurs. Troisième source de diversification, l'évolution, l'histoire des techniques en réalité. L'évolution des techniques va ramener dans le champ de la santé au travail de nouveaux acteurs qui vont être, alors on va les appelés préventeurs dans différents domaines. Et je vous donne un exemple qui est tout récent. Il y a quelques jours, une jeune ergonome a soutenu sa thèse à Bordeaux, Marion Albert, qui rentre dans la question de la prévention à travers l'outil du pulvérisateur. Et si vous avez occasion, lisez cette thèse, c'est absolument passionnant parce qu'elle nous montre, elle nous met en évidence ce qu'elle appelle la chaîne des déterminants de l'action de prévention, en partant de la conception de l'outil, sa certification, le travail avec les ingénieurs, le travail avec les commerciaux, le travail avec les fabricants de l'outil, puis avec les utilisateurs. Et là, on voit bien que sur une chaîne telle que celle-là, on a une démultiplication du nombre d'acteurs dont les premiers de la chaîne se trouvent au niveau européen dans les règles européennes, les directives européennes en matière de conception d'outils de travail. Bien. Donc, la tendance générale est bien une tendance de diversification et de spécialisation des acteurs. Alors, il y a des atouts à cette diversité. Alors, on peut les repérer rapidement. La collecte des informations, le perfectionnement des connaissances. Perfectionnement des connaissances qui passe par la collecte des informations. Et alors là, on l'a vu ce matin avec les interventions du Dr Lehner et du Dr Gonzalez. On l'a vu aussi dans les rapports, ça a été évoqué à un moment,
de la MSA et de l'ANSES, et de l'alimentation de l'ANSES par les enquêtes produites au sein du monde agricole par la MSA. Donc une collecte des informations. Collecte des informations qui ont vocation à s'organiser. La diversité des acteurs permet une organisation de l'information, a priori. Et surtout, le plus important, et là on a eu ce matin deux exposés de ce point de vue tout à fait topiques, me semble-t-il, qui sont comment on va passer de la collecte de l'information, comment on va transformer les informations en savoir, c'est-à-dire en connaissances qui puissent être ensuite basculées vers une démarche de type opérationnel. Et donc s'enclenche alors ce qu'on pourrait appeler une sorte de boucle de rétroaction positive, tout entière tendue vers l'accroissement des connaissances, la pratique alimentant les connaissances alimentant la pratique, évidemment avec dans le jeu, dans le rouage, une multitude d'acteurs. Cela dit, tout ça ne se décrète pas. Tout ça ne se décrète pas, et il y a des contraintes et des exigences à la diversité des acteurs. Des contraintes. La première contrainte, c'est la contrainte de transparence. C'est-à-dire que on n'est plus, si on veut que la diversité soit utile, on n'est plus dans la logique de précaré. C'est moi qui, parce que j'ai telle profession, qui sait. Celui d'à côté, il sait peut-être des choses, mais en tout cas pas ce que je sais. Bon, je vous fais pas un dessin, on n'est pas complètement libéré de ce genre de choses. On est bien d'accord. Bon, il faut de la transparence et de la confiance, j'ai presque envie de dire, parce qu'il n'y a pas de transparence sans confiance. Il faut du temps, très important, parce que là aussi, ça ne se décrète pas. On ne dit pas, Duchemin, Dupont, Durand, vous allez vous asseoir autour de la table et là, vous allez partager vos connaissances et puis il en sortira, comme par magie, une sorte de savoir opérationnel. Ben non. Vous êtes tous des professionnels ici et vous savez très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'il faut du temps, il faut des allers-retours, il faut des conflits, il faut des débats, il faut de la discussion. Et ça, voilà, il faut du temps. Il faut aussi du dialogue. Il faut des espaces. Docteur Gonzalez, vous avez évoqué tout à l'heure l'importance des groupes de travail dans différents domaines. Je crois que c'est vous qui avez évoqué ça, je crois que j'ai bien noté. Ben oui, ces groupes de travail sont des lieux où j'imagine, je pense que c'est en médecine comme ailleurs, tout ça ne se fait pas sans discussion, âpre discussion, mais ce sont quand même des lieux où on se parle. C'est quand même la définition de base du dialogue. Et dès l'instant où l'on se parle, on commence à créer de la connaissance. Et cette connaissance, on commence à envisager les façons dont on pourrait la mettre en œuvre dans les pratiques quotidiennes. Il y a des contraintes, il y a aussi des exigences. Alors, c'est pas un hasard, hein, je ne me suis pas trompé, c'est pas un faux copier-coller. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les exigences correspondent aux trois contraintes que j'avais identifiées. Le tout étant dominé par une approche volontariste. C'est-à-dire qu'il faut le vouloir. Ça ne va pas de soi. Ça ne se décrète pas, je le dis encore. Ce n'est pas parce qu'un texte de loi, un texte réglementaire, vient dire on va faire un groupe de travail, que ce groupe de travail va vivre. N'importe qui veille dans la vraie vie du monde du travail, c'est que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et que des groupes de travail bidons, il y en a aussi. Et que le législateur a su en créer aussi. Et que l'autorité réglementaire a su en créer aussi. Bon, mais alors, moi j'ai tendance à penser que bidon, pas bidon, dès l'instant où les gens se rencontrent, on a fait un petit pas en avant. Tout ça peut se faire aussi, on n'a pas besoin nécessairement de formaliser dans le droit. Alors, je suis juriste, je suis censé ici parler du droit, mais en fait, j'ai tendance à penser que ça ne se joue pas principalement dans le droit. J'ai le vague souvenir, mais ça fait un peu vieux combattant, excusez-moi, je regarde ma montre, mais ancien combattant. Il y a de ça 15 ans, la médecin inspecteur régional du travail des Hauts-de-France commençait à parler du risque psychosocial, du harcèlement, comme on en a parlé ce matin. Voilà. Et puis, elle a décidé, alors si elle s'est trompée, il y a prescription, donc tout va bien, je peux vous le dire, mais elle a décidé de nous réunir à quelques-uns pour réfléchir à la DRT, ce qu'on appelait la DRT à l'époque, autour d'une table, une fois par mois, sur ces questions-là. Alors,
sans monter sur des cas individuels, hein, évidemment, ce n'était pas du tout le but, mais elle a pris l'avis de médecins, de psychologues, de juristes, de sociologues, etc. Juste pour... on discutait autour du premier arrêt, de la première modification législative, etc., etc. Totalement informel. Et pourtant, ce groupe-là, il n'a pas révolutionné la matière, hein, on est bien d'accord, mais il fait partie de cette sorte de mouvement qui m'a toujours beaucoup impressionné dans le champ de la santé au travail. C'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a les règlements, il y a les droits, il y a les règles déontologiques, etc., etc. Et puis après, il y a la vraie vie. Et la vraie vie, c'est des gens qui se parlent, qui se rencontrent dès l'instant où on leur donne les moyens de se parler et de se rencontrer. Bien. C'est là où il faut, évidemment, de la transparence. C'est là où il faut du temps aussi. C'est là où il faut des lieux où cela se fait. Et j'ai la faiblesse de penser, bien qu'ici nous sommes dans un cadre légalement identifié, hein, aussi bien le COCT au niveau national que les CROCT dont vous faites partie, dont un certain nombre d'entre vous font partie. Voilà, le CROCT, c'est un de ces lieux, précisément, du dialogue. Alors, oh là, ça va vite. Cette diversité, ça va tellement vite que... Oh là! Oh là, oh là! C'est pas grave. Vous voyez? Alors là, ça, enseignement en matière de santé au travail. Là où on commence à s'énerver, c'est quand l'algorithme décide pour vous. Et là, il décide pour moi, là. Donc ça m'énerve. Alors, non, ce que je voulais vous dire sur... Vous avez repéré le titre, soyez vigilants. Allez vite. Heureusement... Bon, c'est terminé. Par chance, vous avez eu des exercices d'assouplissement utiles. Manquait simplement l'assouplissement des yeux. Non. Alors, non, sur la diversité des acteurs, je le dis rapidement, j'avais tenté une classification. Et en fait, si je reviens sur mon schéma initial, d'ailleurs, je vais peut-être y revenir s'il veut bien. Non. Ah, il m'énerve. Il veut pas. Bon, alors, vous avez remarqué que, moi je sais pas, mais l'ordinateur, je crois qu'il en a marre. Le message est très clair. Alors, tant pis. Il faut sortir du mode présentation. Alors, je sors du mode présentation, mais je ne sais même pas ce que c'est le mode présentation. Ah, mais il échappe. Voilà. Alors, mais je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Dynamique des acteurs. Ah, peut-être que si j'y arrive, celle d'avant. Voilà. Encore avant. On va y arriver. Voilà. À vrai dire, oui, c'est ça. Je crois que j'ai oublié de prévenir Thomas Cap, c'est que, en fait, je suis un geek du 19e siècle. J'ai découvert il y a peu qu'on ne travaillait plus sur les tablettes d'argile. Et donc, vous imaginez l'effort qu'un juriste a dû faire, en tout cas que j'ai dû faire, pour faire un diaporama, je ne vais même pas vous le dire en anglais, un diaporama. Donc alors voilà, éléments de classification pour être plus sérieux et surtout tenir mes délais. Je ne touche plus. J'ai, souvenez-vous, mon panneau jaune avec la diversité des acteurs. En fait, on voit apparaître, et c'est une caractéristique du monde de la santé au travail, qui partage avec d'autres, hein, c'est qu'on voit se mélanger et interagir en permanence des institutions publiques, des institutions privées, des acteurs publics, des acteurs privés avec mission de service public, je pense aux caisses de sécurité sociale. Premier élément. Donc, la première classification, c'est qu'on pourrait, en théorie, ranger les acteurs en public, privé, et privé, et privé, titulaire d'une mission de service public, pour le dire vite. Il y a un autre mode de classement qui est possible.
c'est dans les rapports État-démocratie sociale, avec l'idée majeure de participation. Et là, vous en êtes l'expression vivante. C'est-à-dire qu'au fond, le COCT et les CROCT se situent dans la grande tradition de la démocratie sociale, mais qui est très ancienne dans l'histoire française, qui est cette idée qu'en réalité, le législateur a besoin, pour être dans la complétude, de se mettre à l'écoute de ce que l'on appelle les forces vives, entre guillemets, de la nation. C'est ça qui a présidé à la création du Conseil supérieur du travail à la fin du XIXe siècle. C'est ça qui va présider à la naissance du Conseil national économique entre les deux guerres. C'est ça qui préside à l'institution de la démocratie sociale dans la mouvance du CNR en 1946 avec la création, 45-46 avec la création de la sécurité sociale. En fait, on est toujours dans cette logique-là de démocratie sociale, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'à côté du citoyen qui est représenté par la démocratie politique, il y ait aussi le citoyen qui soit représenté dans toute son épaisseur humaine, quand il travaille, quand il est en famille, quand il est dans son quartier, quand il est dans les transports, etc., etc. Et donc, effectivement, quand vous regardez bien le champ, je ne prends pas le risque de retourner sur mon premier pavé, eh bien, quand vous regardez bien ça, vous apercevez qu'effectivement, il y a des acteurs qui sont des acteurs rattachables à l'action de l'État, ministère, service déconcentré du ministère, et des acteurs qui sont rattachés à cette idée de démocratie sociale. Et il y a des acteurs qui sont attachés même à l'idée de démocratie économique, parce qu'au fond, le CE puis le CSE, le CHSCT disparu, eh bien, faisait partie de ce qu'on a appelé en France un temps la démocratie industrielle, c'est-à-dire l'ensemble des lieux qui permettent aux salariés collectivement de s'exprimer sur leurs conditions de travail. Excusez du peu, c'est fondé constitutionnellement sur l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946. C'est-à-dire le salarié participe par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective du travail, des conditions de travail, dans le texte, et participe à la gestion des entreprises. C'est dans le texte aussi. Donc ça, c'est l'expression dure de la démocratie sociale. Et puis aussi, classement entre centre et ou territoire, tout simplement parce qu'on l'a vraiment bien vu tout à l'heure dans vos exposés de la matinée, les territoires, véritablement, sont des lieux, alors des lieux idoines de collecte d'une information au plus près, véritablement, du travail tel qu'il se fait. J'ose pas prononcer le mot travail réel parce que je me sens pas très habilité à le faire, mais en tout cas du travail tel qu'il se fait et des relations de travail telles qu'elles s'établissent. Et effectivement, cette dialectique centre-territoire, elle est omniprésente en matière de santé au travail. Alors tout ça vit dans une dynamique. Alors évidemment, la diversité est un facteur d'affaiblissement de la lisibilité. C'est d'ailleurs ce qui a présidé à l'élaboration du rapport Lecoq. Le point de départ du rapport Lecoq, c'est le système de prévention n'est pas lisible pour les acteurs de terrain, donc essayons de le rendre lisible. Et la problématique qui était posée à ce moment-là, c'était soit la problématique de la fusion vers un acteur unique, ça a été très vite abandonné, ou de la coordination, c'est-à-dire d'acteurs en relation. Et si on fait de la coordination, soit de la coordination institutionnelle ou bien de la relation fonctionnelle. La tentation de la fusion vers un acteur unique de la santé au travail, bon, je passe très vite, vous connaissez ça. Alors, même dans le rapport Lecoq, on n'est pas dans un acteur unique de la santé au travail, mais vous vous souvenez bien qu'il y avait un certain mouvement, au moins en matière de prévention, vers deux étages, un étage national très fédérateur et des étages régionaux, avec l'idée qui allait bien au-delà du simple guichet unique, l'idée, au fond, de rassembler les forces, de créer des synergies, etc. etc. Vous avez tous lu, discuté, réfléchi sur le rapport Lecoq, je n'y reviens pas. Donc là, il y avait cette tentation de la fusion. Il y avait l'hypothèse de la coordination institutionnelle. Créer des espaces de discussion, formalisés ou non formalisés, assurer la fluidité de l'information, ça aussi, de la circulation de l'information. Et ça, on en a quand même quelques traces dans les évolutions récentes, avec, on l'a évoqué ce matin, les rapports entre dossier médical partagé
et dossier médical en santé-travail, comment... Alors ça pose de très gros problèmes de confidentialité, de très gros problèmes d'accessibilité et de sécurité, mais cette fois de sécurité informatique, évidemment. N'empêche qu'on est dans ce mouvement-là. On va retrouver la même démarche aussi en matière, par exemple, de lutte contre la désinsertion professionnelle, avec l'approfondissement des rapports entre les caisses, les CARSAT, et d'une façon générale les organismes de sécurité sociale et les services de prévention et de santé au travail. Donc on est dans cette logique d'assurer une sorte de fluidité de la circulation de l'information, cette fois légalisée par la loi du mois d'août 2021. Les pratiques antérieures existaient, enfin je veux dire, très souvent les pratiques se sont inventées depuis le terrain. Enfin, je veux dire, ça date pas d'hier que les médecins des services des caisses de sécurité sociale avaient des contacts avec les services de santé au travail et avec les médecins du travail. Je veux dire, il y avait même dans certaines régions, on avait mis en place des sortes de fiches de liaison qui permettaient de s'informer dans une hypothèse d'inaptitude médicale de voilà, ce qui se passait. Bon, la pratique a devancé, en réalité. Là, le monde de la santé au travail a fait preuve, me semble-t-il, mais je ne dis pas ça parce que je suis avec le monde de la santé au travail, mais c'est vrai que c'est quand même un monde qui a su faire preuve sur ces questions-là d'inventivité. Bon, là, la loi légalise, je ne rentre pas dans les détails techniques, légalise la chose. Alors, en fait, là, pour l'instant, on est dans une hypothèse de coordination ou de relation fonctionnelle avec deux principes qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est de faire vivre le droit tel qu'il existe. Je suis un juriste qui dit on ne règle pas un problème social par l'édiction d'une nouvelle norme. Point. Voilà, on ne peut pas être plus clair. Or, le problème, c'est que la tentation est forte avec cette illusion extraordinaire qu'une fois qu'on a mis une règle, tout va bien. Alors après, ça dure 6 mois, hein. Mais après, on fait une nouvelle règle. Bon. Et après, on dit, il y a trop de règles. Bon. J'ai pas osé sortir mon code du travail. Vous savez, celui qui a été simplifié. Il a pris 500 grammes. Voilà. Bon. Donc, faire vivre le droit existant, faire confiance à l'intelligence aussi des acteurs avant de changer les normes. Alors, j'avais pris quelques illustrations. Je vais aller très très vite parce que j'ai déjà... l'ordinateur m'a trop boosté. J'avais pris quelques exemples très techniques. Bon, de toute façon, je vous laisserai le diaporama. Enfin, si vous arrivez à le faire fonctionner. En examinant quelques rubriques, le rapport employeur-salarié, par exemple, le droit d'alerte et le droit de retrait. Bon. Juridiquement parlant, vous savez ce que c'est. Bon. Maintenant, un employeur qui fait comme s'il n'y en avait pas eu, c'est qu'il n'a rien compris. C'est qu'il n'a rien compris, parce que tout ça, ça se sait. Et demain ou après-demain, lorsqu'il y a un accident, un pépin, les droits d'alerte, les droits de retrait sur lesquels on s'est assis, ils vont ressortir. Évidemment qu'ils vont ressortir. Et donc, l'employeur, qui est intelligent, il va partir de l'information née du droit d'alerte ou du droit de retrait pour regarder, je ne dis pas qu'il va changer sa donne, sa propre donne, mais pour regarder ce qui se passe. Si je regarde les rapports entre représentation du personnel, collectivité de travail, travailleurs, chefs d'entreprise, services de contrôle, l'alerte d'un élu du personnel, là c'est topique. Dans l'alerte sur un élu du personnel, bon, la réponse de l'employeur, la mise en place d'une enquête, etc. Mais si on n'aboutit pas à une solution, ou si la solution est insatisfaisante, on va saisir le service de contrôle qui a à sa portée des armes autrement plus puissantes, s'il estime devoir les utiliser, montre bien qu'il y a une relation fonctionnelle. Tout ça, c'est dans le droit existant. Ce n'est pas du droit nouveau. Et tout ça, c'est une source extraordinaire d'informations potentiellement transformables en savoir. Et c'est là où le rôle d'un CROCT intervient. Et c'est là où le rôle d'un PST et PST régional intervient. C'est-à-dire, c'est le moment où l'information va, excusez-moi l'image qui est un peu facile, mais va cristalliser en savoir. Après, l'enjeu va être la restitution de savoir à ceux qui en sont les producteurs. Ça, c'est une autre donnée aussi. Là vont jouer, dans l'autre sens, le rôle de la présence du médecin du travail
par exemple, ou de représentants du service de santé au travail dans le CSE lorsqu'on va évoquer des problèmes de travail, lorsqu'il y a une enquête accident, mais ça c'est des pratiques que vous connaissez bien. Donc vous voyez qu'il y a un mouvement de boucle en permanence à partir du droit existant, c'est-à-dire que des relations fonctionnelles, il y en a encore. Idem, et je termine par là, j'en ai passé d'autres, mais idem pour les rapports entre CSE et le service de prévention et de santé au travail. Bon, alors ça fonctionne plus ou moins bien, mais en tout cas, on a les textes pour le faire fonctionner. Alors, encore faut-il que le CSE soit suffisamment vigilant sur les questions de santé au travail et qu'il ne soit pas absorbé par des préoccupations autres de nature économique. C'est en cela que la disparition du CHSCT, à mon sens, est une erreur gravissime. Bon, mais bon, c'est tout, ça vaut ce que ça vaut. Mais là, pour le coup, si le CSE n'est pas complètement phagocyté par les problèmes économiques, eh bien, les rapports, le rapport annuel, la discussion sur la pratique de la santé au travail, la discussion au sein de la CCSCT aussi fait partie du mouvement, en fait, de dynamique. Même chose pour le contrôle. Vous savez, en fait, l'administration du travail, les services de contrôle et l'inspection du travail disposent d'un certain nombre d'outils de riposte graduée. Qui vont de l'observation jusque, dans certains cas, à l'arrêt d'un chantier ou à la saisine du juge des référés. Bon, mais au bout du compte, même si ce qui compte, c'est que l'observation soit suivie des faits. Et elle n'est suivie des faits que parce que celui qui doit suivre les préconisations de l'observation, c'est que l'agent de contrôle, il a dans sa besace, alors c'est pas le moment de dire ça, mais en tout cas, il a une arme beaucoup plus lourde que la simple observation. Et, vous le savez comme moi, souvent, voilà, l'observation joue son rôle, va jouer son rôle, mais en même temps va toujours alimenter de l'information sur l'entreprise, sur la branche, sur le secteur, etc. etc. C'est comme tout à l'heure, la boucle de l'information est en route. Je dirais la même chose, on l'a évoqué tout à l'heure, sur l'action des caisses et des CARSAT. Et alors, je pense que là, on est en plein dedans. Tout le dispositif de la réinsertion ou de la lutte contre la désinsertion professionnelle est très emblématique. Alors, il n'est pas parfait, il y a des trous dans la raquette, on est bien d'accord, il est encore un peu lourd, etc. Mais il n'empêche que l'idée d'avoir comme identifié à l'intérieur du champ de la santé au travail la lutte contre la désinsertion professionnelle avec la mise en place au sein du service de prévention et de santé au travail d'une cellule de lutte contre la désinsertion pluridisciplinaire, eh bien, c'est une idée qui est absolument fondamentale, me semble-t-il, justement, et très emblématique, certainement, du dialogue que j'évoquais tout à l'heure. Alors, ça marchera plus ou moins bien, ça marchera plus ou moins efficacement. Après, il y a le paramètre des entreprises, il y a le paramètre des hommes, hein, ça, bon, voilà. Mais en tout cas, on a dans le droit les outils. Alors, quelques enseignements. D'abord, dans l'hypothèse de la coordination, le plus important, c'est le dernier point. Alors j'ai dit constater les acquis, d'accord, capitaliser l'expérience et la réfléchir, d'accord, ça on n'est pas dans le droit là. Permettre l'expérimentation, là on y est. On n'a pas de culture d'expérimentation en France. On n'a pas de culture d'expérimentation en France, et ça c'est quand même bien dommage. En France, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut expérimenter à condition de réussir. C'est-à-dire, quand l'expérimentation ne fonctionne pas, c'est qu'on a fait une faute. Et si on a fait une faute, on doit être puni. Résultat, personne n'expérimente. C'est normal. Si l'échec de l'expérimentation, c'est une faute, ça, c'est un problème de culture. Ça s'apprend, comme toute la culture. Mais il y a du travail, quand même, là, pour le coup. Ça, c'est un premier élément. Mais, encore une fois, sans flagornerie aucune, ça fait quand même des années que je fréquente les services de santé au travail, grâce à mes mentors qui étaient professeur Furon et professeur Frimat. Mais je pense que le monde de la santé au travail, dans tous ces acteurs et toute cette diversité d'acteurs, encore une fois, sans flagornerie, montre que c'est possible, ça. Alors, ça ne fonctionne pas toujours, on est d'accord, mais c'est possible. Et quand je parcours, je n'ai plus que le parcourir, vous me l'avez envoyé il y a quelques jours,
le plan régional de santé au travail, je me dis quand même, il y a quand même des lieux où il y a quand même beaucoup de monde, parce que la liste des acteurs là, est assez impressionnante, qui sont tendus par le but dans l'objectif de vous faire bouger des lignes. Et je me dis, ça quand même, on ne le dit pas assez, je trouve. Enfin, personnellement, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Et alors, là, c'est le juriste qui parle. Apprendre du droit social, et c'est la boucle est bouclée, hein, ce qu'on apprend du droit social, je trouve, que c'est l'action qui fait l'acteur et pas l'inverse. Et ça, je crois que c'est bien aussi parce que c'est une vraie vaccination contre les doctrines surplombantes qui disent combien c'est bien, vous devriez faire ça. Le langage déontique, on doit. Non. Dans le monde où il faut, et dans le monde de la santé au travail, très honnêtement, je pense qu'il y a, peut-être parce qu'il y a la préoccupation de la réalité du travail, je pense que c'est ça le moteur, ce raisonnement surplombant, il a toutes les chances de tomber à côté. Parce que la réalité du travail, elle n'est jamais parfaitement calée par une norme. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire sur les acteurs de la santé au travail. Donc, désolé, pas de catalogue, un algorithme... non, pas dysfonctionnement, non, c'est un algorithme résistant. Il faut voir le bon côté des choses. Mais je crois que ça, c'est effectivement important quand on parle des acteurs. Alors, ce qui compte, c'est la dynamique qu'ils sont capables de créer. Et puis alors qu'on arrête, voilà, c'est vraiment un vœu, qu'on arrête de laisser croire qu'en changeant la loi, on va changer la société. Un grand auteur a dit qu'on ne changeait pas la société par décret, on ne la change pas non plus par la loi. Et je pense que ça, c'est une vraie réalité. Donc, se mettre à l'écoute, et je reviens au PST, régional ou national, ça me paraît assez déterminant. Ça vaut d'ailleurs pour d'autres plans santé, mais pour le PST, ça me paraît absolument fondamental, précisément parce qu'on y parle du travail. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Pierre-Yves. Merci de ne pas nous avoir infligé le catalogue. Et puis, il me reste à appeler celui que je plains de te succéder. Ou on peut prendre 5 minutes de questions, oui, si vous voulez. Je suis sûre qu'il y a des réactions dans la salle. Non? Oui? Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas le temps ? C'est bien. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que j'ai mis que la diversité était un atout, mais qu'il y avait des exigences. C'est-à-dire qu'il faut en être conscient. C'est-à-dire que, encore une fois, ça ne se décrète pas. Je pense que l'expérience montre que pour des raisons de personnel, pour des raisons de poste, etc., l'urgence a été déclarée dans tous les domaines, mais effectivement, ce qui se passe, quand on n'a pas le temps, alors je vais quand même répondre très directement à votre question. Qu'est-ce qui se passe, me dites-vous, quand on n'a pas le temps? C'est pas compliqué. On pense en silo. Et on cherche l'entre-soi. Parce qu'on va plus vite. D'accord? On est entre nous, on est entre médecins, on est entre IPRP, on est entre psychologues, on est entre soi. Quelqu'un a dit ce matin, je ne sais plus, je crois que c'est toi, le langage commun, la terminologie commune. Tu as dit terminologie, je crois, dans ton exposé. Mais moi, j'irai plus loin. J'irai plus loin. En sens que ce n'est pas seulement un problème de terminologie. On peut se mettre d'accord sur l'emploi des mots. Déjà, c'est déjà pas mal, si on est d'accord sur l'emploi des mots. Mais moi, je parle de langage commun. C'est-à-dire, derrière les mots, il y a une pensée. Et je pense que c'est ça l'enjeu. C'est d'avoir un langage commun quand on parle de santé au travail. Quel que soit le canal par lequel on aille. Seulement, et là vous avez 100% raison, quand on n'a pas le temps, quand on est dans l'urgence permanente, on reste dans l'entre-soi, on pense en silo, parce qu'au moins là c'est sûr, et alors là pour le coup, quelque chose qui est totalement antinomique
totalement antinomique avec le manque de temps, c'est comment dire, l'invention, l'expérimentation. Parce que je disais qu'on n'a pas une culture de l'expérimentation, mais on n'a pas aussi aujourd'hui une culture de l'expérimentation parce que l'urgence est incompatible avec l'expérimentation. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais il faut donner du temps au temps, comme on dit un peu communément. C'est sûr que si vous créez des commissions, des lieux de dialogue, etc., avec de moins en moins de temps pour les gens d'y participer parce que leurs tâches se sont démultipliées par ailleurs, vous aurez créé, comme employer une expression qu'avait utilisée un homme d'État cette fois, vous aurez créé un machin. Un machin. Alors au mieux, ça pourra prendre place dans un rapport d'activité de fin d'année. Enfin, j'ai l'impression que ça correspond à quelque chose que vous avez déjà croisé. Ça fait écho. Non, mais c'est vrai. Mais bon, les universitaires, ils ne sont pas mauvais dans le genre non plus. C'est vrai. Mais voilà. Mais ça, c'est aussi... il faut du temps. Voilà. Ça fait partie des exigences. Il faut une démarche volontariste. Mais quand je dis démarche volontariste, il faut une démarche volontariste sur du temps, sur des lieux. Des lieux aussi. Ça, je crois que c'est important aussi. Il faut le temps, il faut les lieux. Parce que là aussi, pas de lieu, on raisonne en silo. C'est-à-dire que le premier étage ne communique pas avec le deuxième. Voilà. Et c'est pas ça qui résout. Hein. C'est pas 3 mails en catastrophe qui résout le problème. Hein. Parce que ça aussi, il y a beaucoup d'illusions sur l'outil de communication. Bah non. Désolé, moi, j'ai tendance à penser, mais ça va vous paraître, alors là, c'est même plus un combat d'arrière-garde, là, c'est Mathusalem. Hein. Quand même, la communication, ça passe par le visage. Voilà. C'est tout. Bon. Eh bien, merci encore. Mais tu peux rester, hein.